Bon, on ne va pas faire de chichi aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle série Star Wars The Acolyte. Et c'est Star Wars, non, ça peut être que bien. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle série Star Wars The Acolyte, la nouvelle série qui va me rendre alcoolite. Lol. Nouvelle série Disney Plus américaine issue, évidemment, de l'univers de Star Wars, et cette fois-ci créée par Leslie Headland, qui est une réalisatrice de comédie romantique, mais également ce qu'on appelle une réalisatrice de seconde équipe d'épisodes de série, un petit peu comme Poupée Russe par exemple. Bref, vous l'avez compris, c'est la dernière personne qu'on choisirait pour showrunner une série Star Wars. Mais Star Wars a perdu tellement en valeur à mes yeux au fil des années que je me dis que cette réelle, c'est finalement bien trouvé. Et d'ailleurs, cette réalisatrice, c'est vraiment l'archétype de toute cette bourgeoisie ambiante, vous savez. C'est horrible. Et on dit souvent qu'on a le physique de nos idées. Bon, je vous montre juste la photo, voilà. On ne va rien dire, mais on va tous le penser très fort. Ça fait des années qu'on nous parle du projet Acolyte, en vendant la série comme la première se déroulant avant la prélogie, et précisément à la fin de l'ère de la Haute République. Un projet qui a de quoi faire rêver, sur lequel on a étalé pas moins de 180 millions de dollars sur la table, ce qui est colossal pour une série. Surtout pour une série de 8 épisodes d'une moyenne de 25 à 30 minutes chacun, si on retire évidemment comme toujours le générique. Ça nous fait donc, si on coupe le tout, un film de 4 heures. Donc là franchement, ils n'ont pas beaucoup d'excuses par rapport au budget limité. En France, The Acolyte a été lancé le 5 juin 2024 avec 2 épisodes au départ, puis le reste diffusé de façon hebdomadaire. Et là, je pense que vous m'avez compris, mais sur le long terme, je la sens quand même pas très bien cette série. Ne serait-ce que pour la showrunneuse, alors je suis désolé, je reviens sur elle, mais rien que l'avoir entendu déclarer le fait qu'apparemment ce Star Wars, ça sera la Reine des Neiges qui rencontre Kill Bill. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Bah oui, forcément, ce sont littéralement les 2 seuls films qu'elle a vus de sa vie, enfin, à part les films qu'elle a déjà fait. Et je sens le produit 100% Disney moderne venir à plein régime. Alors, je vais vous montrer une image qui ne provient pas de moi, donc je me dédouane complètement de ce que vous allez voir. Voilà, hop là, voilà. Vous avez vu, vous n'avez qu'à faire pause. Disons que la DEI a bien fait son travail en s'inspirant pleinement de l'épisode bonus de South Park Joining the Panderverse. Mettez une grossesse lesbienne sur le rôle! Et à côté, vous savez, sur Twitter, j'ai fait un petit buzz, ce qui ne m'arrive pas souvent, mais j'ai vraiment fait un petit buzz parce que je me suis permis de remonter 10 ans en arrière en montrant, vous savez, le trailer cultissime de The Old Republic. Et j'ai juste pris ça au pif, mais c'était vraiment pour montrer à quel point, à cette époque, on dégueulait de créativité. Tu donnes à des artistes le sujet qui parle de Star Wars, mais avant la prélogie, avant la menace fantôme, et ils te pondent ça. Bah oui, forcément, c'est ce qui se passe quand tu donnes Star Wars à de vrais artistes. Tandis que Disney préfère donner sa franchise à des techniciens. Voilà, clairement, des gens qui ne connaissent pas vraiment Star Wars. Et ils ont parfaitement raison de le faire, car les fans, comme toujours, avalent tout avec grand plaisir. J'ai vu des gens dans les commentaires dire « Eh, mais The Old Republic se passe à telle époque, donc c'est pas possible de faire ça. » Mais pitié, pitié, mais c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? T'as très bien compris de quoi je parlais. Je te parle pas de l'époque. Je te parle de l'ambiance, de la réal, de la chorégraphie. Mais c'est quoi cette chorégraphie de combat qu'on voit dans les trailers? D'où on a besoin que ça se passe à une période précise pour avoir l'air épique. Par exemple, House of the Dragon. Vous savez, la première saison, tout le monde dit qu'il se passe pas grand chose d'épique. Surtout par rapport à la suite qui s'annonce très prochainement, donc c'est pour ça que je vous en parle. Et la scène où Viserys remonte sur le trône, il n'y a pas d'explosion. Lorsqu'il s'assoit sur le trône, ça n'explose pas. Et pourtant, ça reste épique. Je veux dire, l'ambiance, la réal, la mise en scène, le charisme et la prestance des acteurs. C'est quand qu'on a une série Star Wars comme ça? Endor. Voilà. Endor, c'était comme ça tout le temps. Le discours de fin, par exemple, ça c'était épique. Et pourtant, on voit bien que ça n'a pas engagé énormément de moyens. Il s'ensuit une bataille tout à fait ordinaire, mais qui donne des frissons par rapport au contexte. Là, du peu que je vois dans ces trailers, c'est vraiment mais catastrophique en termes de réal. Après bon, comme disait Jeune, attendons de voir. Sans parler des autres signaux qui m'inquiètent beaucoup, ne serait-ce que la présence de Karen Moss. J'aime beaucoup Karen Moss, hein. C'est un petit peu comme une grande sœur à mes yeux. Mais si, et là je suis désolé, vous la voyez dans une fiction, un film ou une série, c'est signe que ce dernier est potentiellement mauvais. Elle n'a tellement jamais réussi à rebondir sur sa carrière après Matrix
qu'elle se fait choisir que pour des projets de Yes Man, ou Yes Woman plutôt, qui va désespérément surfer sur la carte Matrix, un petit peu comme cette série. Ça fait pitié. Bref, des acteurs du type Carrie-Anne Moss ou même Sean Bean, si vous voulez dans une fiction, fuyez. Et ça me fait chier parce que je les aime bien, mais c'est un fait. Et je parle de tout ça plus en profondeur dans un podcast dédié à Star Wars, La Poubelle à Quota, un podcast en 2 parties écoutables sur mon Patreon. Et petite parenthèse, mais si vous aimez les Assassin's Creed, eh bien sachez que j'écris un podcast entier sur l'âge d'or de cette franchise, disponible en lien sur mon Patreon, ou Patreon, dans la description ou encore en commentaire épinglé. Donc n'hésitez pas à aller les écouter, surtout si vous avez la volonté de me soutenir financièrement. Bref, c'est parti pour devenir alcoolique avec ces 2 premiers épisodes. 100 ans avant la naissance de l'Empire, la Pex règne partout. L'ordre Jedi et la République prospèrent depuis des siècles sur la moindre guerre. Mais dans les confins ténébreux de la galaxie, certains apprennent secrètement à maîtriser la force. Parmi eux, un Assassin's Creed solitaire cherche à se venger au risque d'être découvert. Et c'est pour ça qu'il a fait exprès de dire qu'il était mort. 4 petits points. C'est marrant parce que le panneau d'introduction t'explique clairement, bon, il ne se passe pas grand chose d'intéressant lors de cette période, mais on va quand même te raconter une histoire sur du vent. Et là débarque le fameux assassin solitaire. Et regardez, pour bien montrer qu'elle est secrète et solitaire, elle porte une capuche et un foulard sur le nez. Cette dernière provoque Trinity en duel dans un bar, pour s'assurer de bien reproduire le fameux cliché du combat dans le bar, à la western, mais version girl power. Nous avons un compte à régler. Affrontez-moi. Et ne retenez pas vos coups. D'ailleurs, c'est marrant parce que Trinity a vraiment eu besoin de voir le visage de la gonzesse pour la reconnaître. Toi. Mais t'es sérieuse en fait? T'en vois beaucoup des meufs avec des serpillères sur la tête dans l'univers de Star Wars? T'en vois vraiment beaucoup? Et dès la fin de l'épisode, je me suis dit, wow! Mon Dieu, ce que c'est inintéressant au possible! Là, on touche vraiment le fond de la créativité d'un univers qui a été bien trop longtemps siphonné, et pas toujours de la bonne façon. Évidemment, nous avons besoin de voir la suite pour savoir ce que ça vaut réellement, mais on juge très souvent le potentiel d'une série à son pilote. En effet, The Acolyte ne nous fait aucune promesse, si ce n'est nous proposer encore et toujours plus du Star Wars, mais avec un fond toujours plus creux, toujours plus prétentieux, où l'héroïne va passer son temps à faire des... La petite Amandla Stenberg ne joue d'ailleurs pas très bien, mais évidemment, c'est personnel. Disons que c'est ce qui se passe lorsqu'on embauche une mannequin, parce que oui, c'est une mannequin avant d'être une actrice. Bon, vous l'avez compris, l'écriture est particulièrement catastrophique. C'est-à-dire qu'on découvre les personnages en étalant verbalement leur background. Tiens, ça me rappelle quelque chose ça. Beaucoup de gens se moquent de Rebel Moon, soi-disant Netflix cherche à faire comme Star Wars, mais rendons-nous à l'évidence, Star Wars est devenu exactement la même chose. Et les dialogues qui vont avec, au secours... Et dites-moi ce qui vous vient à l'esprit. L'équilibre, la vie, je vois du feu. Un feu qui grandit. Il consume tout ce qui se dresse sur son chemin. Dans le premier épisode, les héros vont juste déambuler à droite à gauche, dans l'espoir de tomber sur une potentielle intrigue inintéressante. Et ça devient encore plus flagrant lorsqu'on arrive au cliffhanger du premier épisode, comme je vous l'expliquais. Mais vraiment, tu te dis, ah ouais, tout ça pour ça. Ok. Et je ne parle même pas du cliffhanger de l'épisode 2 qui s'ouvre littéralement sur du vent. Tel le paix géant qu'est cette série. Et qu'est-ce que tu fais avec un scénario dans lequel tu n'as rien à raconter? Eh bien, tu mélanges les timelines et ce montage pour donner l'impression que l'histoire est profonde. Oh pardon. Je me suis trompé. En fait, c'est parce qu'on voit des jumelles. Du coup, c'est très facile de se perdre au début. Mais il faut dire que le montage est une telle catastrophe nucléaire. Ils ont réussi à rendre compliqué un truc aussi bidon qu'une histoire de vengeance. De plus, l'héroïne n'a déjà pas de charisme, mais la dupliquer en 2 personnages avec pratiquement la même personnalité. Au secours! Au secours! Mais évidemment que tu commences la série en les confondant. Bref, que de mauvaises idées. Et le plus comique serait d'apprendre qu'il s'agit en fait de la même personne depuis le début, de façon à créer un twist encore plus débile, mais je doute que leur bêtise aille jusqu'à là. Mais en tout cas, c'est rigolo parce que pour l'instant, toutes les cibles de ce fameux assassin sont des, comment dire, white people. Autre remarque sur le montage, c'est la première fois qu'ils se sentent obligés de marquer à l'écran
Coruscant. Je me souviens que dans la prélogie, tu pouvais t'en passer, tellement que les environnements avaient une patte différente à chaque fois, on parvenait à les différencier tout le temps. Ne me dites pas qu'ils essayent de vendre leur série à des gens qui ne connaissent pas Star Wars. Pas à moi, vous n'allez pas me la faire. Bon, ne soyons pas non plus de mauvaise foi, les combats ne sont pas si mal foutus, et plutôt proprement réalisés. Le problème, c'est surtout, mais qu'est-ce que ça fout là ? Qu'est-ce que ce genre de chorégraphie fout dans Star Wars? On n'est pas dans Kill Bill en fait. Pareil pour la réal de façon générale, c'est globalement ok. Disons qu'on avait trop touché le fond avec la série Obi-Wan pour obtenir le même résultat plus tard. Le problème c'est surtout l'originalité. Le découpage très plan-plan, champ contre champ classique, plan serré, plan moyennement large. Tu sens bien que la série n'a pas été pensée pour être tournée en cinémascope à la base. Et bien que les décors soient réussis, ça pue le studio dans lequel on étouffe en l'intérieur. Sur ce découpage et montage bizarre, je pourrais vous donner un exemple qu'on voit au début de la série. En effet, on y aperçoit un chevalier Jedi qui nous présente son padawan, avec un magnifique masque, un magnifique maquillage et de fausses oreilles. Bon voilà, je pense qu'ils sont partis pour le bal masqué. Des oreilles énormes qui malheureusement ne servent à rien puisqu'il n'y a même pas de trou. C'est con quand même. Bref, lorsque le chevalier Jedi la présente pour une raison inconnue, on a des espèces de gros plans insistants sur elle. On dirait que la série essaie de te dire, t'as vu, elle est là. T'as bien vu, hein, t'as bien vu à quel point c'est pas beau. Et c'est vraiment bizarre. De plus, il me semblait que dans Star Wars, les races étaient toutes bien définies. Elles avaient leur histoire. Là, ça se voit tellement qu'ils créent des designs au pif sans réflexion derrière, sans réflexion scénaristique. Pourquoi ce Jedi a cette coupe de cheveux ? Pourquoi ? Les Jedi ne sont pas censés être comme un culte qui justement ne doivent pas adopter un style en particulier. Il me semblait que les Padawans avaient des cheveux courts avec une petite queue derrière et les Jedi pouvaient se permettre de relâcher leurs cheveux. Mais sauf que là, tu vois bien qu'ils sortent de chez le coiffeur. Ça fait penser un peu à la coupe de cheveux de Reva qui n'avait aucun sens franchement, enfin surtout pour une inquisitrice. Et même, de façon globale, regardez le maquillage de ce personnage. Y a pas un truc qui cloche? Tu vois bien que c'est pas naturel. Heureusement, j'ai été surpris par deux choses. La première, les effets spéciaux qui sont plutôt réussis. En tout cas, si on parle du full CGI, là, pour le coup, c'est un sans faute. Le problème, c'est vraiment tout ce qui touche à la direction artistique. Ça, c'est vraiment catastrophique. Deuxième chose qui m'a surprise, c'est la musique. La musique composée par Michael Abels. Alors attention, le problème, parce qu'il y a encore un problème dans ce point fort, c'est qu'il n'y a absolument aucun thème marquant, mais vraiment zéro, contrairement à Andor par exemple. Là pour le coup il y a beaucoup de thèmes intéressants que je réécoutais de mon côté pour le plaisir, mais en revanche la musique de The Acolyte est au moins très proche de ce que John Williams faisait. On est vraiment dans l'ambiance, mais je ne serais pas surpris d'apprendre que le tout a été composé par une IA tellement que c'est monotone. Bon et bien voilà, c'était Star Wars The Acolyte épisode 1 et 2, et c'était quand même pas bien. Je vous cache pas qu'un nouveau flop made in Disney Plus ne me déplairait pas trop, hein, histoire de donner une petite leçon supplémentaire, hein, histoire de, voilà, pour bien faire passer le message. Je sais qu'on doit voir la suite pour bien juger dans l'ensemble, mais quand même, le scénario est trop catastrophique. En tout cas, bien trop pour nous mettre l'eau à la bouche. Évidemment, je suis certain que la série plaira aux fans hardcore qui avalent tout en gorge profonde. Mais de mon côté, c'est un non catégorique. Voilà, je ne peux plus. Mais bon, écoutez, je suis toujours désespérément ouvert à la surprise, même si je n'y crois plus trop. On en reparlera dans l'épisode final. Pour l'heure, si vous voulez plus m'entendre parler de Star Wars, en tout cas ce que c'est devenu, eh bien, je vous rappelle une fois encore que 2 podcasts sont disponibles sur mon Patreon, en lien en description et en commentaire épinglé. Et pour les passionnés de jeux vidéo, eh bien, je rappelle aussi que mon podcast sur l'âge d'or d'Assassin's Creed est également disponible, sorti récemment sur mon Patreon. Autrement, écoutez, abonnez-vous à ma chaîne, pour le coup, c'est gratuit, ou rejoignez-moi sur les réseaux en cliquant sur le lien Linktree. On se laisse ici, je vous dis là, ciao, et à la prochaine.